est le fruit de la conjonction de trois mouvances. Il y a d'abord une mouvance qui provient de l'école Gilbert Bloch d'Orsay, c'est-à-dire l'école des EI, qui a été fondée par Robert Gamzon et qui a été ensuite dirigée par Jacob Gordin et ensuite par Manitou et d'autres. Ensuite, il y a une autre mouvance qui est la mouvance des colloques des intellectuels ou d'intellectuels juifs de langue française. Et la troisième mouvance, c'est une mouvance qui est attachée à la région d'Alsace et plus spécialement, en tout cas, à Strasbourg. Et donc, ces trois mouvances se sont rassemblées et dans leur rassemblement est né, ou dans le sillage de ce rassemblement, est née l'école de pensée juive de Paris. Donc, l'école de pensée juive de Paris est née en marge des institutions académiques en France, et ça, c'est très important. Si je parle d'être né en marge, c'est parce que les études juives au sein des facultés les études juives au sein des facultés et des universités étaient un peu dispersées dans la France, et ce n'était pas la manière de faire, en tout cas de l'école de Paris. Il y a eu, avec cette éviction des études juives, des facultés et des départements, il y a eu l'invention d'un type de discours qui n'a pas son équivalent dans les autres pays d'Europe ou les autres pays occidentaux, parce que c'est un discours d'une extrême hardiesse, à la fois libre, parce que ne devant pas se plier aux contraintes académiques, et par là même libre et créateur. Et donc, on voit bien ici que ce qui s'est passé, l'objectif que s'est donné l'école juive de Paris, c'était bien entendu de donner un peu d'air après la Deuxième Guerre mondiale à la communauté juive de France, d'aider au remplacement des cadres de cette communauté, dont un tiers de la population juive a été déportée et massacrée dans les camps de la mort. Et on voit bien qu'ils ont pris un autre billet que celui de l'érudition ou que celui de l'étude académique de la tradition juive. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête lorsque on parle de l'école juive de Paris. La deuxième chose qu'il faudrait avoir en tête, c'est que c'est la France qui a hérité de ce magistère autrefois exercé par l'Allemagne, et c'est ainsi que l'on peut comprendre l'importance qu'a pris la pensée française dans les décennies d'après la catastrophe, si bien que l'on a assisté à une sorte de passage de témoin entre des mains des philosophes allemands à celles des philosophes français, qui se sont ensuite imposés sur la scène internationale dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et on a eu
et ils devaient, ces philosophes français devaient d'autre part relever le défi face à, après la disparition de leur homologue allemand, de relever le défi, c'est-à-dire de ne pas dupliquer en version française la chimérique symbiose judéo-allemande, mais d'entrer en dialogue, en débat, voire en controverse, à partir de leur singularité juive. Et je voudrais citer en tout cas une réflexion de Manitou qui lui aussi avait une idée de ce que pouvait être en tout cas cette école de Paris qui était une école pas comme les autres. Mais Manitou dit, je le cite, la pensée dite universelle devait à son tour être évaluée aux critères de la conscience juive. C'est-à-dire, les membres de l'école de Paris étaient persuadés qu'il fallait nécessairement avoir un rapport et mettre l'accent surtout sur le trait d'union entre la culture universelle et la tradition d'Israël, entre la culture universelle de conceptualisation gréco-romaine et les sources de la tradition d'Israël, cueillies à même les langues juives, c'est-à-dire l'hébreu et l'araméen. Et c'est pourquoi la citation de Léon Ashkenazi, qui écrit une préface aux écrits de Jacob Gordin, dit « La pensée dite universelle devait à son tour être évaluée aux critères de la conscience juive. » Je ne sais pas si vous pouvez ou vous avez mesuré, en tout cas, la force de cette citation, parce que généralement, on cherche à dégager de la pensée juive sa modalité universelle. Mais ce que dit ici Léon Ashkenazi, c'est le contraire. C'est-à-dire, il dit que la pensée universelle doit se plier aux critères de la conscience juive. C'est quand même très fort de café, parce que c'est très audacieux, et c'est ce tournant, ce renversement radical des hiérarchies, décliné de manière spécifique par chacun de ses membres, qui sera la marque de fabrique de l'école de Paris. C'est-à-dire, non pas une approche réifiante, abstraite, chosifiante, qui utilise les méthodes du XIXe siècle, historicisme, philologie, critique biblique, érudition ou prétention à la scientificité, tout ceci conduisant à la présentation d'un judaïsme sans sève, fossilisé ou momifié, d'un judaïsme lettre morte. Mais la volonté d'inscrire le judaïsme dans les disciplines du sens, philosophie, linguistique, histoire, sociologie, c'est-à-dire une investigation concrète de ce fait social total qui met en exergue la modalité existentielle. Jusqu'à présent, à la fois en Allemagne et à la fois dans les cercles érudits des études académiques, eh bien, on mettait l'accent sur l'approche qui serait
qu'on pourrait définir comme une approche philologique, critique, même scientifique. Là, l'école de Paris met l'accent sur la modalité existentielle. Et il importait donc de troquer le judaïsme de ce qu'on appelait, ou de ce qu'eux-mêmes, en tout cas, ont appelé les fossoyeurs, parce que il y a une idée ou une réflexion qui a été véhiculée par les membres érudits de l'Allemagne de la fin du 19e siècle et même du début du 20e siècle. Par exemple, le grand Moritz Steinschneider, qui lui disait, quand un de ses disciples est venu le voir dans son appartement et qu'il a vu sa bibliothèque, il a eu une exclamation vraiment très très grande, et Steinschneider lui a répondu: Monsieur de grâce, nous n'avons d'autre rôle que d'organiser des funérailles décentes pour tout cela. Et donc, on voit bien que l'école de Paris prend le contre-pied de cette manière d'aborder la tradition juive, qu'elle ne réduit pas à une religion, mais qu'elle aborde comme civilisation. Et donc, toutes les disciplines que j'ai citées, philosophie, linguistique, histoire, sociologie, eh bien, montrent justement que le judaïsme n'est pas réduit à sa modalité religieuse seulement, mais justement à son rang de civilisation. Et c'est comme ça donc que l'école de Paris s'est donné un objectif ou des objectifs, un judaïsme qui est partenaire de la civilisation occidentale, partenaire à part entière, mais qu'il n'hésite pas, ce judaïsme n'hésite pas à soumettre cette civilisation occidentale à la critique. Voilà donc la présentation générale que je vais essayer maintenant, en tout cas, de mettre de détailler en me basant sur le noyau fondateur. Mais je fais une petite pause ici pour vous demander si ça va jusque-là, ou est-ce que vous avez déjà des remarques ou bien des questions sur cette première partie. Une personne veut intervenir, vous pouvez activer votre micro et poser une question au professeur Banon. Vas-y, vas-y. Oui. Pardon, parle plus fort. Je tiens à dire que pour moi, jusqu'ici, l'école de Paris, c'était beaucoup plus une musique que des paroles. Il n'entend pas. Vous m'entendez? Non. Oui, je vous entends. Oui, je disais avec une image que jusqu'ici, l'école de Paris, dans mon esprit, c'était plus une musique que des paroles. Je reconnaissais ce qui en provenait, mais sans pouvoir le qualifier. Et je trouve que cette idée du regard renversé est positivement géniale. Elle est très juste et je n'y avais pas songé. Bravo. Oui, elle est peut-être géniale, mais elle est surtout audacieuse. Oui. Elle est surtout audacieuse, et je pense que il fallait la souligner, en tout cas souligner cet aspect-là, parce que justement c'est cet aspect que nous ont transmis les maîtres de cette école de Paris.
Donc, ce que vous savez très bien, donc ça a été dit par Monsieur Coel, le noyau fondateur de cette école de Paris, c'est justement Neher, Manitou, Lévinas et Amado Levi Valenci. Pourquoi je parle de ce noyau fondateur? Parce que d'abord, il y a eu une diversité. Lévinas le faisait d'une manière sur un ton badin. Voilà ce qu'il dit. L'école de Paris, encore que ses représentants viennent le plus souvent d'ailleurs, d'Oran et d'Auvernay, de Moscou et de Kiev ou de Tunis. Donc, Lévinas pointait la diversité de cette mouvance qui proposait, comme je viens de le dire, une nouvelle manière de penser et d'exprimer le judaïsme en France après la Seconde Guerre mondiale. Or, cette diversité, d'une part, on l'a constaté dans la rencontre des Ashkénazes et des Séfarades, événement qui était assez rare avant l'arrivée massive des Juifs d'Afrique du Nord au début des années 60 du siècle dernier. Et cet événement de la rencontre a été manifesté, a été mis en place par la relation entre maître et disciple qui s'est tissée entre Jacob Gordin, natif du Nabourg en Lettonie, et Léon Ashkenazi, natif d'Oran en Algérie. Et d'autre part, Manitou lui-même dit que cette rencontre se plaçait sous le signe de la découverte, comme des frères que l'histoire avait dispersés au gré des événements et qui se retrouvaient après une longue séparation. Et elle s'est déroulée de la vie de Manitou de manière exemplaire dans une expérience positive. Un des apports essentiels, c'est que d'un côté, les Ashkénazim ont découvert que l'identité juive n'était pas un fardeau, mais qu'elle était vécue et assumée dans le bonheur et la joie. Et de l'autre côté, les Sfaradim ont eu un aperçu, je cite Manitou, de l'immense complexité sociologique du peuple juif et de son histoire, où manquait cruellement l'unité. Voilà donc d'abord un aspect de la rencontre. Un aspect de la rencontre, et c'est pourquoi on peut voir que chacun apporte dans cette rencontre quelque chose qui lui est très particulier et qu'il met dans le panier commun. Une autre facette de cette diversité se perçoit dans la différence de l'environnement familial, social et culturel dans lequel ont grandi et ont été éduqués ses principaux représentants. Ashkenazi et Neher ont eu la chance de recevoir une éducation juive traditionnelle avec l'accès au corpus talmudique et midrashique. Lévinas, lui, a été éduqué dans l'esprit de la Haskalah modérée. Il a lu la Torah dans l'original, mais sans ses commentaires traditionnels. Il a comblé cette lacune en se mettant à l'étude du Talmud et de la littérature rabbinique sous la houlette de M. Chouchani pendant 6 ans, de 1947 à 1952 et de 55 à 56. Et il avait un respect pour ce maître mystérieux dont on ne sait quasiment rien, ni nom ni origine, sinon que pour Lévinas, il était le descendant par l'esprit de Rabbi Akiva, d'Abaye, de Rav, de Shmuel, et que Lévinas plaçait au même niveau que Platon, Hegel ou Husserl. Et
ce que Shoushani prônait avec insistance et que Lévinas a transmis ensuite à des générations, c'est que le judaïsme, c'est la Bible vue à travers la sagesse et l'interrogation talmudique. C'est un principe méthodologique que Lévinas a fait sien et qu'il a transmis à des générations. Et il a même écrit, en tout cas, un très très beau passage sur l'école dans Totalité infinie, qui est un de ses grands ouvrages. Voilà, je cite, « L'école sans laquelle aucune pensée n'est explicite conditionne la science. C'est là que s'affirme l'extériorité qui accomplit la liberté au lieu de la blesser, l'extériorité du maître. L'explication d'une pensée ne peut se faire qu'à deux. Elle ne se borne pas à trouver ce que l'on possédait déjà, mais le premier enseignement de l'enseignant, c'est sa présence même d'enseignant à partir de laquelle vient la représentation. » Fin de citation. Et là, certainement, en tout cas, il pensait à son maître Shoushani, et là, il y a une critique de la maïeutique socratique. On ne peut pas sortir un enseignement de l'intérieur de soi-même, d'après Lévinas, d'après Shoushani. C'est l'extériorité qui accomplit la liberté au lieu de la blesser, et cette extériorité, c'est l'extériorité du maître. Et puis, Eliane Amado Levi-Valency, elle va apporter d'abord sa condition féminine, sa connaissance de la philosophie et de son histoire, et la dimension de la psychanalyse freudienne dont elle était praticienne, et la découverte personnelle du judaïsme dont elle étudiera les textes et les langues, et elle a aussi justement contribué à cette école de pensée, si bien que à partir de l'instauration des colloques d'intellectuels juifs de France en 1957, la leçon biblique était traditionnellement dispensée par Meher, alors que Lévinas se chargeait d'éclairer le thème retenu par sa lecture talmudique, qu'Ashkenazi en présentait la perspective kabbalistique aux auditeurs, après que le thème eut été magistralement introduit soit par Eliane Amado Levi-Valency, soit par Yankelevitch, soit par Claude Rivlin, ou par tous les trois, ou par tous les deux, ou deux en même temps. Voilà. Donc c'est à une époque de l'histoire de la pensée en train de se constituer que l'on a assisté. Bien entendu, cette époque a beaucoup, en tout cas, oui, on peut dire que deux des penseurs qui ont formé ce noyau fondateur, à la fois Lévinas et à la fois Neher, ont reconnu une dette de reconnaissance vis-à-vis de Franz Rosenzweig. Et voilà ce que dit Lévinas dans un article qu'il a écrit en 1964 sur Rosenzweig. Le développement de la pensée juive moderne, et notamment l'éclat que lui a donné en France André Neher, une œuvre comme celle d'Eliane Amado Levi-Valency, où les références aux sources juives émaillent le traditionnel appareil de travaux conformes aux règles universitaires, l'exégèse nouvelle pratiquée à l'école Gilbert Bloch d'Orsay, tout cela
n'aurait peut-être pas été possible sans l'accent nouveau que l'étoile de la rédemption, même à travers ses rares lecteurs directs du début, a su transmettre à la pensée et à la sensibilité juive. Donc, une dette de reconnaissance, notamment parce que Rosenzweig, dans ce grand livre, critique l'idéalisme allemand et pousse ses lecteurs et ses disciples à entrer dans le sillage de ce qu'il appelle la nouvelle pensée. Et Lévinas va nous dire justement qu'il faut entrer dans cette nouvelle pensée. Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette nouvelle pensée? C'est qu'elle avait l'audace de mêler les concepts philosophiques les plus neufs avec les notions de la tradition juive la plus ancienne. Et donc un dialogue entre la philosophie occidentale et la tradition juive la plus ancienne. Et c'est ce qu'on a remarqué pour ceux qui lisent ou pour ceux qui ont lu ou qui ont eu entre les mains les actes des colloques, des premiers colloques notamment. Eh bien, on voyait quelque chose qu'on ne voit presque plus aujourd'hui, c'est que grâce aux colloques, des religieux pratiquants côtoyaient des laïcs militants, des croyants discuter ou échanger avec des agnostiques, des sionistes avec des diasporistes, des chrétiens avec des juifs, et le tout se déroulant dans une ambiance courtoise, mais nullement complaisante. Voilà, donc cette école, dans les grands traits, je voudrais maintenant passer à trois notions que cette école a introduites dans le dialogue et dans le débat qu'elle a instauré avec la philosophie occidentale ou avec la civilisation occidentale. Bien entendu, il y a l'impact de la Shoah, notamment leur tâche consistait à reconnaître d'abord la facticité du fait juif, ce que Lévinas a rappelé en disant que la Shoah a rappelé aux Juifs le fait d'être rivés à leur être, à leur identité, et l'impossibilité de déserter leur poste, mais aussi de transformer cette malédiction en bénédiction. Et encore fallait-il l'assumer, et c'est ce que eux ont fait, et de belle manière. Donc, de belle manière, de quelle façon? Eh bien, ils ont d'abord tenté d'éclairer la modernité à l'aide de ce qui l'avait précédé, c'est-à-dire en se référant à ces textes poussiéreux et vieux comme le monde qui renferment des trésors de sagesse pour qui consent à les interroger. Donc, la première chose qu'ils ont faite, tous ensemble et chacun à sa manière, c'est d'introduire dans le lexique philosophique la catégorie de révélation. Je ne sais pas si vous avez
vous pouvez imaginer l'impact que cela a eu dans le landerneau philosophique. Comment la philosophie se dit autonome, avoir une raison autonome et avoir la possibilité de penser par elle-même. Et là, la première chose que font les membres de l'école juive de Paris, c'est qu'ils introduisent cette notion de révélation. Et pour quiconque a lu Totalité infinie, on se rend compte au début de Totalité infinie que Lévinas dit « Attention, je ne parle pas de la révélation comme ce qu'a fait Rudolf Otto quand il a décrit le sacré, qui est ce mysterium tremendum, ou bien ce lumineux qui m'empêche d'être libre. » Non, la révélation, c'est la révélation qui est intelligible. C'est la révélation du langage, c'est la révélation d'un texte, c'est la révélation d'une parole avec laquelle je peux dialoguer, avec laquelle je peux, que je peux même critiquer, mais il y a justement cette catégorie de révélation qui entre dans la philosophie, et là aussi, on se rend compte que la révélation est discours et jaillissement de la vérité à travers le langage. Et ce n'est pas une manifestation de Dieu, mais c'est une écoute de la parole. C'est un retournement de la vision en écoute, de l'épiphanie en épiphonie. Et donc, cette notion, elle porte la diversion hébraïque et juive au cœur même de la philosophie, car l'attention est tournée vers la parole qui nous atteint de l'extérieur, du dehors, beaucoup plus qu'à celle qui provient de notre fort intérieur, par l'intermédiaire de la réflexion, par exemple. Et donc, l'accent n'est plus mis sur la vision, mais il est mis sur l'ouïe, sur l'écoute et sur la parole. Et d'ailleurs, je vous renvoie à un texte qui se trouve au chapitre 4 du Deutéronome, verset 12. Dieu vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez vu aucune image, Zullati Kol, à l'exception d'une voix. Donc d'une voix prescriptive, d'un dire, comme selon le concept de Lévinas, et le dire de la parole révélée est bruissant de dit qu'il convient de faire lever, et donc seule l'interprétation, liée indissolublement à la révélation, permet d'appréhender ce dire. Et donc, chacun va le faire à sa manière. Ner va se consacrer à l'étude du dit prophétique, du Navi, du Niv, Boré Niv Sefataim, le Navi, c'est le porte-parole. Ashkenazi s'est employé, lui, à examiner la fin de la révélation et le début, le passage, disons, du mythe ou du mythos au logos, au moment où la voix s'est tue, c'est alors que le sage remplace le prophète, et le sage tente, lui,
de cueillir le sens de la parole prophétique déposée désormais dans l'écriture qu'il interroge et qu'il soumet à l'interprétation. Et Eliane Amado Levi-Valency va pointer, elle, dans toute l'histoire de la philosophie occidentale, l'occultation des sources juives, dont la révélation, bien sûr, et elle appelle ça la judéité comme référence occultée. Et Lévinas, lui, détache la révélation de tout contact avec le terrifiant, avec le sacré, avec le mythique, avec le mystérieux, avec l'irrationnel, pour en faire une catégorie, il n'en conserve que le discours, mais ce discours, on doit le solliciter, on doit l'interpréter pour arriver, pour détecter derrière le verset, l'impératif catégorique, le commandement, le devoir, c'est-à-dire l'éthique et le prescriptif. Voilà donc la révolution qu'introduisent qu'introduit ce noyau fondateur dans le lexique philosophique avec cette catégorie de révélation. Le deuxième concept que vont introduire ces quatre mousquetaires, c'est la lecture midrashique, c'est-à-dire un retour au texte fondateur et ces textes fondateurs sont consignés et il faut donc les aborder pour comprendre le récit biblique, et c'est pourquoi Lévinas insiste toujours: le judaïsme ne lit la Bible qu'à travers le Talmud, le juif est celui qui ne touche pas à la Bible directement, mais l'aborde à travers les corpus de la tradition, non pas par piété, mais par nécessité, dit-il. C'est la tradition qui donne à ces textes obscurs et plus scandaleux parfois qu'on ne le pense, leur signification. Fin de citation. D'où le recours au Midrash. Et le Midrash ne parle pas des textes, il fait parler les textes. Donc il contribue à la réactualisation de la tradition rabbinique. Et lire à travers le Midrash, c'est lire à partir d'aujourd'hui. Mais cet aujourd'hui n'existe que si l'on a traversé l'histoire et en fonction de tout ce que l'histoire a déjà voulu y trouver. Donc, les techniques narratives utilisées dans le récit biblique suggèrent beaucoup plus qu'elles n'expriment, et donc on doit, comme tout est signifiant dans le texte biblique, eh bien, on doit essayer de défaire les nodalités du texte et on doit chercher, traquer le non-dit dans les marges du texte, dans les blancs, entre les lignes, dans les entrebâillements de la racine hébraïque, même pour certains en tout cas, dans les théamim, les accents disjonctifs, conjonctifs qui s'y trouvent. Donc,
l'interprétation ne tourne pas à vide. L'interprétation, elle part toujours d'un point d'ancrage dans le verset, dans les aspérités du verset. Et elle débouche sur une modalité qui est spéculative d'un côté, c'est-à-dire sur une idée philosophique ou métaphysique, mais de l'autre, sur la modalité pratique, qui est l'éthique ou la norme de la halakha. Donc, l'acte de lecture est extrêmement important et cet acte de lecture a été mis en valeur par les maîtres de l'école de Paris en mettant l'accent sur la littéralité et en mettant l'accent sur l'intertextualité qui est une gezerah shava, c'est la manière dont la linguistique nous a appris à traduire la gezerah shava, c'est-à-dire cette analogie sémantique et même pas seulement une analogie sémantique, mais une analogie aussi thématique. Donc, l'intertextualité est importante, la littéralité est importante, mais il n'y a pas de littéralité sans latéralité. C'est-à-dire, on doit combiner l'analyse sémantique et l'analyse syntaxique des versets. Et c'est comme ça qu'on déploie, en tout cas, des gerbes de sens, comme nous l'ont appris nos maîtres, et je pourrais m'étendre beaucoup sur ce thème, parce que c'est à ce thème que moi j'ai consacré ma thèse de doctorat. Donc, catégorie de la révélation qu'on intègre dans le lexique de la philosophie occidentale, le midrash qu'on intègre aussi dans le lexique de la philosophie occidentale, et je parlais tout à l'heure de la littéralité. Je ne peux pas ne pas vous citer en tout cas cette expression de Lévinas concernant l'importance de la lettre dans l'interprétation du texte. La lettre, disait-il, est l'aile repliée de l'esprit. Et je pense que sans aucune polémique, vous voyez très bien à quoi fait allusion Lévinas. La lettre est l'aile repliée de l'esprit, et donc il nous faut déployer cette aile de la lettre pour trouver l'esprit et pour trouver en tout cas une partie de cet esprit. Sur ces deux points ou sur ces trois points dont j'ai parlé, à la fois de l'impact de la Shoah, le fait de se considérer comme des survivants, le fait d'introduire la catégorie de la révélation, le fait que cette révélation, ce texte révélé, implique une interprétation et donc la lecture midrashique. Sur ces trois points, les membres fondateurs de cette école de Paris étaient d'accord, à part quelques petites nuances dont j'ai noté en tout cas quelques-unes.
sur un point, ils se sont divisés. C'est sur le point de l'histoire. L'histoire est considérée comme la pomme de discorde entre les membres de l'école, les membres du noyau fondateur de cette école. Donc, sur le terrain de la méthodologie de lecture de la Bible, on constate un accord, mais sur le terrain de l'histoire, il y a des divergences et on sait très bien que le peuple juif a été tout au long de l'exil objet de l'histoire, ballotté, opprimé, persécuté. On a même tenté de l'éradiquer, mais peu après l'émancipation et l'accès à la citoyenneté, dès le milieu du 19e siècle et jusqu'au premier tiers du 20e siècle, il prenait place d'abord timidement sur la scène de l'histoire, et après la parenthèse des tons sombres de la Shoah, et notamment avec la création de l'État d'Israël, il entrait dans le concert des nations et devenait sujet de l'histoire. Et donc la place du peuple juif dans l'histoire et les implications, notamment politiques, qui en découlent, ont fait l'objet d'un débat lors du colloque consacré en 1961 à la question du messianisme juif et des fins de l'histoire. Et donc, il y a eu quelques, comme ça, des orientations divergentes que je vais essayer de résumer. Certains considéraient que le concept d'histoire est une invention du prophétisme hébraïque, à savoir un temps non pas exclusivement tourné vers le passé, mais orienté vers un avenir qui lui donne sens. C'est la conception d'Hermann Cohen qui distingue entre mythe et religion. Pour Cohen, le mythe relève de la description de ce qui est, alors que la religion prescrit notre devoir-être, la manière dont nous devons agir, nos devoirs. L'accent est donc mis sur l'avenir. L'âge d'or ne se situe pas, selon Cohen, dans un passé mythique, mais dans un temps originel, et ce qui implique que la caractérisation de l'âge messianique comme un âge d'or est une erreur, car elle en inverse le vecteur temporel et conséquemment l'idée. Pour lui, c'est l'avenir seul qui remplit la conscience du temps. Et donc, Cohen a pu écrire dans son grand livre Religion de la raison tirée des sources du judaïsme, le concept de l'histoire est une création du prophétisme. Fin de citation. À quelques nuances près, ce serait la conception que Neher préconise dans l'essence du prophétisme, partagée, semble-t-il, par Eliane Amado. L'un et l'autre, concevaient l'idée messianique comme une idée qui féconde, dynamise l'histoire, la met en branle en décrivant une période utopique, la rédemption, c'est-à-dire la fin des conflits et de la domination d'un peuple par un autre, une époque de fraternité et avec la restauration de la souveraineté d'Israël sur sa terre. D'autres, à l'instar de Rosenzweig, dans son étoile, défendaient l'idée selon laquelle peuple juif et histoire s'excluent mutuellement. Il mettait en question l'idée d'une raison historique réglant de l'intérieur le cours de l'aventure humaine, cette vision qu'on appelle une vision téléologique, c'est-à-dire d'une idée qui va vers son terme, culmine chez Hegel, qui interprète l'histoire comme parcours dialectique à travers lequel l'esprit absolu se réalise lui-même. Et
Rosenzweig dit non, parce que Rosenzweig a assisté et a pris part à la Première Guerre mondiale et il a vu des États s'entretuer les uns contre les autres et les uns avec les autres, alors que l'État, selon Hegel, devait incarner ou était censé incarner l'esprit objectif, eh bien, cet esprit a provoqué destruction, chaos, qui trouve son aboutissement dans la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et donc, Rosenzweig, lui, récuse l'histoire comme sens et comme jugement, mais non pas comme mouvement ou comme processus. Et en marge de l'histoire ne signifie pas le confort de la neutralité, mais le fait de pouvoir entrer dans une sorte de méta-histoire, celle du temps de l'étude, du rite, du calendrier liturgique, avec le Shabbat et les fêtes, comme une suspension de l'écoulement du temps, comme une anticipation de l'éternité, dit-il. Et donc, entre ces deux manières radicalement opposées d'envisager l'histoire, se dessine dans certains textes de Lévinas une position singulière par sa manière de traverser l'histoire en se tenant sur les marges au travers de l'expérience douloureuse de la survie et de la permanence. Le judaïsme préconise une manière de juger l'histoire pendant qu'elle se déroule. Et le jugement est affaire, dit Lévinas, de l'instant. Et il donne l'exemple du récit d'Agar et d'Ismaël qui est lu par le Midrash, je le cite, « Chassés de la maison d'Abraham, ils errent dans le désert, la provision d'eau est épuisée, Dieu ouvre les yeux d'Agar qui aperçoit un puits et fera boire son fils mourant. Les anges du service protestent auprès de Dieu. Vas-tu abreuver d'eau celui qui plus tard fera souffrir Israël ? Réponse de Dieu. Qu'importe la fin de l'histoire, je juge chacun pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il deviendra. Et Lévinas termine en disant, ce sont les Écritures qui confèrent un sens aux événements. Elles ne leur en demandent pas. Fin de citation. Donc voilà comment Lévinas, lui, appelait cette autre histoire, celle de la révélation biblique, il l'appelait l'histoire sainte. C'est-à-dire une histoire à laquelle s'adosse l'histoire pour historien ou l'histoire profane. Parce que l'histoire pour historien, eh bien, c'est celle dont Hillel Hazaken, Hillel l'Ancien, lui, nous décrit la scène comme le crime, la scène où le crime appelle le crime. C'est-à-dire où l'ascension d'un empire se fait au détriment d'un autre, où le crime appelle le crime, et il importe de ne pas oublier que Dieu se trouve au sommet de cette échelle. Il y aurait donc une histoire qui est travaillée par les ruptures de l'histoire où un jugement se porte sur elle. Et cet anti-hégélianisme était partagé par les survivants des camps de la mort et les rescapés de la guerre, parce que l'histoire avait failli les éradiquer.
Voilà donc les divergences qu'avait le noyau fondateur et peut-être que au sujet de l'histoire, et peut-être que là réside sans doute la crainte de se compromettre avec l'État, qui est le détenteur légitime de la violence selon Max Weber. Donc, ne pas se compromettre avec l'État et ses raisons d'État et ses dérives. Car le tyran n'est jamais qu'un homme d'État qui cherche à réaliser dans l'histoire et dans le monde une idée philosophique. Et même si Rabbi Hanina, l'adjoint des prêtres, pense que l'État, dans sa forme positive et morale, est nécessaire et qu'il convient de prier pour son salut, car sans lui, les êtres humains s'entre-dévoreraient vivants, eh bien, il reste que l'État, fût-il de droit, et la politique, malgré la raison qu'ils accomplissent, annonce l'injustice et la contrainte, voire l'oppression. Et donc, voilà pourquoi, certainement, ou probablement, ce noyau fondateur s'est disloqué et au moment de la guerre des 6 jours, une partie de ces penseurs a choisi de sauter dans le train de l'histoire, alors qu'une autre a préféré rester en marge dans la diaspora. Mais les 2 décennies qui séparent la fin de la Seconde Guerre mondiale et ses exactions, et de la guerre des 6 jours, eh bien, pendant ces 2 décennies, les membres du noyau fondateur de l'école de Paris ont élaboré, chacun dans son domaine propre, une œuvre que j'ai présentée en pointillé, mais sur lesquels il faudrait revenir. Mais je voudrais juste terminer en disant que certains disent, et certains même marquent la fin de l'école de Paris, pardon, excusez-moi. Certains marquent la fin de l'école de Paris à la fin des années 60, début des années 70 du siècle dernier. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette prise de position en disant, voilà, l'école de Paris, c'était un beau feu d'artifice, et puis ensuite, c'est fini, on n'a plus qu'un beau souvenir. Non, je pense que les membres de l'école de Paris ont laissé des disciples, et c'est pourquoi j'ai demandé à Janine Rivlin de prévoir un second rendez-vous sur les ondes pour pouvoir justement parler de ces disciples qu'on peut encore nommer jusqu'à nos jours, parce que je pense que l'esprit de l'école de Paris n'est pas mort. Au contraire, il a fécondé une pléiade de penseurs dont il faut parler et dont il faut présenter les œuvres. Voilà, j'ai terminé, merci beaucoup.
Merci, professeur Banon, pour cette présentation à la fois remarquable dans son contenu, dans son expression. Alors, vos vœux sont exaucés puisque dans 15 jours, nous avons rendez-vous à nouveau pour que vous puissiez nous présenter la deuxième partie de votre exposé et nous montrer de quelle façon cette école de Paris vit aujourd'hui et à travers quels représentants. Donc, je suis sûr que tous ceux qui ont participé ce soir en parleront autour d'eux et qu'on sera encore plus nombreux pour vous écouter dans 15 jours. On va peut-être laisser la possibilité aux personnes qui ont assisté à cette conférence de poser des questions. Donc, si vous voulez poser une question, actuellement vos micros sont coupés, vous pouvez les remettre on en appuyant sur la touche espace. C'est plus rapide pour chercher avec la souris. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention, vraiment très intéressante. Moi, j'ai juste une question, quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Ça concerne Eliane Amado Lévy-Valency, qui visiblement a eu un rôle important dans ce domaine et qui pourtant est si peu connue comparé à Lévinas, Neher, etc. Comment ça s'explique qu'elle soit si peu connue? Ah, là, je ne vous entends plus, monsieur. Il faut remettre votre micro. Je vais le remettre, le micro. Excusez-moi. Voilà. Je ne pense pas qu'elle soit peu connue. D'abord, vient de paraître un livre qui lui est consacré par la journaliste Sandrine Schwartz. Oui. C'est un livre qui ne présente pas sa philosophie et sa conception du monde. C'est un livre qui raconte son histoire et son histoire, disons, personnelle. Mais du point de vue de son œuvre, c'est une œuvre d'abord qui est extrêmement diversifiée. C'est une œuvre qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a essayé de montrer, elle a dit ça dans une de ses interventions au Colloque des intellectuels juifs de France, en disant, si elle avait 20 ans de moins, elle aurait repris, écoutez bien, elle aurait repris toute l'histoire de la philosophie occidentale en montrant que là où les grands penseurs de cette philosophie étaient proches du judaïsme, mais l'ont occulté et écarté. Donc, elle a fait ça déjà dans son travail de thèse de doctorat, qui est un très très gros volume qui s'appelle Les niveaux de l'être. Et puis, elle a décidé, parce qu'elle a eu, elle voulait un peu comprendre les malheurs qui se sont abattus sur sa famille, et parce qu'elle a perdu son frère, ensuite sa maman, ensuite son père, et donc sa mère a été déportée et elle a connu la mort affreuse de tous ceux qui sont arrivés à Auschwitz. Et donc, elle a emprunté les chemins de la psychanalyse et elle était une praticienne à la fois quand elle était en France et à la fois quand elle est arrivée en Israël. Parce que quand elle est arrivée en Israël, elle a enseigné à l'université de Bar-Ilan et elle a été la première femme à être nommée professeure de philosophie à Bar-Ilan. Donc, on a reconnu à la fois ses compétences et on l'a nommée, mais il y a eu un moment donné, et ça, on ne sait pas toujours comment ça marche, mais à un moment donné, il y a eu un oubli de cette femme.
à la fois à Bar-Ilan, à la fois en Israël, parce que ces textes n'ont pas été traduits ni en anglais, ni en hébreu. Un seul texte a été traduit en hébreu et 2 articles à elle. Donc, on l'a un peu oublié. Et nous, dans le département où j'enseigne à l'université de Bar-Ilan, nous avons fait à Bar-Ilan une journée d'études consacrée à Eliane Amado Levi Valensi, justement pour remettre en selle son œuvre. Et c'est une journée qui a été très suivie et qui a été très appréciée à la fois par les gens de notre département et par ceux qui venaient d'autres départements et d'autres disciplines. Voilà. Bonsoir, monsieur le professeur. Je ne vous ai pas entendu prononcer les noms ni de Beno Gross ni de Théo Dreyfus qui ont beaucoup marqué notre génération. Est-ce que vous les rattachez de quelle manière à l'école de Paris? Mais je ne vois pas qui me pose la question. Alors, c'est moi, Roby Lifshitz. Pardon? Alors, je m'appelle Roby Lifshitz. Alors écoutez, c'est vrai, mais ceux-là sont déjà les gens de la seconde génération. Bien entendu, Beno Gross est un des disciples et un des disciples qui a marqué son époque et qui a marqué à la fois la communauté juive de France et à la fois en Israël. Il a fait sa place parce que justement, lui a écrit en hébreu et a enseigné en hébreu. Et donc, Beno Gross, jusqu'à présent, il y a un cercle d'études Beno Gross qui se donne à Tel Aviv, où il y a des juifs francophones qui se rassemblent pour étudier tel ou tel aspect, soit de l'école de Paris, soit d'Amado, soit de Lévinas, soit de Manitou, soit d'autres, sous la direction discrète de son fils. Donc, Beno Gross a laissé une marque au sein de la société israélienne et en tout cas de la francophonie israélienne, sûrement de la société israélienne. Il a promu pas mal de doctorants parce qu'il a été à la fois professeur au département de pensée juive de l'université de Bar-Ilan et aussi doyen de ce département. Mais donc, vous les rattachez, lui, comme Théo Dreyfus, à l'école de Paris ou... Je les rattache, bien entendu, je les rattache à l'école de Paris, je les rattache à la composante alsacienne de l'école de Paris parce que, justement, Neher a créé dans le département d'études juives de Strasbourg, il a créé les études maharaliennes. Et dans ces études maharaliennes, il y avait justement des textes de Beno Gross, il y avait des textes de Neher lui-même et des textes de Théo Dreyfus. Théo Dreyfus qui a aussi enseigné à l'université de Bar-Ilan. Merci. Et donc, je parlerai d'eux, comme je parlerai aussi la prochaine fois de Stéphane Moses, d'Henri Atlan, comme je parlerai aussi, ça c'est ce que j'appelle les insiders les disciples de l'école de pensée juive de Paris, mais les disciples de l'intérieur. Mais il y a aussi des disciples de l'extérieur, les outsiders, que sont, vous allez peut-être être étonnés, que sont Jacques Derrida, que sont Henri Méchonic, que sont aussi Elisabeth de Fontenay. D'accord. Bon, ben, suite au prochain numéro. Voilà. Merci, Roby. Y a-t-il encore d'autres questions? Non, Oui. ce n'est pas vraiment une question, mais je voudrais revenir
sur mon admiration. Parce que moi, j'ai été un acteur tout à fait zélé de ce monde-là. Tous ceux que vous allez citer étaient mes amis, mais je ne suis pas universitaire. Mais c'est la première fois que j'entends une synthèse aussi juste, aussi exhaustive d'un mouvement qui ne se théorisait pas. L'école de Paris n'avait pas de slogan, n'avait pas de manifeste. Elle existait, c'est tout. Et vous avez réussi à donner un sens d'une cohérence admirable à leur existence. Je veux vous en remercier et vous dire mon admiration. Oui, mais vous êtes trop indulgent avec moi, monsieur, mon cher collègue. Mais vous avez raison. Et je pense que l'histoire étant en train de se faire au moment où, dans le moment où que j'ai décrit, alors il ne pouvait pas y avoir une théorisation de cette école. La théorisation de cette école vient plus tard, lorsque on a dégagé les lignes de force, lorsqu'on a dégagé les concepts, lorsqu'on a dégagé la méthodologie de l'approche d'un texte biblique ou d'un texte midrashique ou d'un texte talmudique. C'est seulement plus tard qu'on arrive à cela. Et c'est pourquoi moi j'ai pris sur moi, mais je ne suis pas le seul, j'ai pris sur moi d'écrire l'histoire des idées de cette période qui me semble une période bénie d'entre les dieux et d'entre les membres qui l'ont vécu et qui l'ont mis en place, parce que je pense qu'elle a quelque chose à dire aujourd'hui encore à la fois à la communauté juive de France et à la fois à la société israélienne. Vous ne pouvez pas imaginer le fait que ce que peut faire des cours de ce genre auprès des étudiants israéliens. Ils sont, eux, on leur a appris que être universitaire, c'est avoir une approche scientifique, c'est être capable d'aborder une question, mais selon la méthodologie de l'histoire, selon la méthodologie philologique, selon la méthodologie critique, selon les sources qui sont abordées, et ces sources, il faut les classifier, les identifier, etc., etc. Quand ils entendent que ces membres nous ont appris à confronter les thèmes philosophiques aux thèmes de la tradition, ils sont ébahis. Ils se demandent pourquoi en Israël, ça ne s'est pas fait. C'est ou bien les religieux qui étudient les textes de la tradition parce que ce sont les textes, ce sont les corpus qu'ils doivent enseigner, ou bien les philosophes qui, eux, enseignent la philosophie. Mais cette rencontre, cette confrontation, ce dialogue ou ce débat n'a jamais été enseigné et n'a jamais été pratiqué dans l'université israélienne. Et je me rappelle quand je suis arrivé il y a, voilà maintenant 8 ou 9 ans en Israël,
j'ai écrit un texte que je voulais publier dans une revue israélienne. Finalement, ça a été publié, mais je voulais le publier à l'Université hébraïque de Jérusalem, là où j'enseignais, que j'ai appelé Lamrot HaHashash Me'am Masoret, c'est-à-dire en dépit du recours à la tradition. Et je me suis demandé, la question qui a présidé à cet article, c'est comment se fait-il que dans le monde entier, il y a des philosophes juifs qui ont une réputation internationale et que la société israélienne n'a pas créé en 70 ans un homme d'une envergure tel que Rosenzweig, tel que Hermann Cohen, tel que Lévinas, tel que Neher, etc., etc. On n'a pas voulu publier cet article dans la revue Iyun de l'Université hébraïque de Jérusalem. On m'a refusé cet article, mais je l'ai publié dans la revue de l'Université de Bar-Ilan, qui s'appelle Da'at, en hébreu. Et jusqu'à maintenant, il y a énormément d'Israéliens qui lisent ce texte parce que j'ai, par Academia Edu, eh bien, j'ai une recension de ceux qui lisent, en tout cas des personnes qui lisent cet article. Donc, ils sont très friands de cela et ils nous disent que non seulement on ne leur a pas appris cette méthode, mais on les empêche de confronter la tradition et la philosophie. Merci, merci pour cet éclairage. Merci aussi pour votre bienveillance, votre gentillesse et l'état d'esprit très positif que vous avez su créer pendant cette heure et quart que nous avons passé ensemble. Et donc, je vous dis bonsoir et à dans 15 jours. Je vais remettre les micros pour qu'on puisse vous remercier de vive voix. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée.